Salut à toi, c'est Greg, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des opérations de marchand de biens les plus rentables. Reste bien jusqu'à la fin, j'espère que tu vas prendre pas mal de choses. Il y en a pour tous les budgets, je vais t'expliquer un peu les différentes catégories d'opérations qu'on peut faire en tant que marchand et celles qui sont vraiment les plus intéressantes et les plus rentables pour nous. Donc, dans la description de cette vidéo, évidemment, tu as un lien pour participer avec moi sur les opérations d'achat-revente. C'est super intéressant parce que du coup, toi, tu vas pouvoir récupérer 10% sur tes fonds en participant avec moi. Donc, en fait, je monte l'opération, j'ai besoin de fonds et du coup, tu vas pouvoir participer via une célèbre plateforme de crowdfunding. Donc, tu as le lien dans la description. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si c'est pas encore fait, l'opération est vraiment en cours en ce moment. Donc, voilà, n'hésite pas à venir participer. Donc, les opérations les plus rentables en tant que marchand. Alors si tu ne le sais pas, en tant que marchand de biens, on évite autant que possible de faire les travaux. Je m'entends travaux lourds, travaux de rénovation de seconde œuvre, car en marchand de biens, on est pris par le temps, on est pris par notre trésorerie, et du coup on essaie d'acheter et de revendre le plus rapidement possible. Donc on se limite vraiment au strict minimum, on essaie vraiment de revendre ce qu'on appelle en plateau brut. On appelle ça revente en plateau ou revente brute, ou on dit revendre dans l'état, pour justement que ce soit les acquéreurs qui fassent les travaux et pas nous. Donc du coup, à ce niveau-là, il y a un réel effort à faire au niveau entrepreneurial pour déjà d'une, trouver la bonne affaire, donc trouver une bonne affaire, et ensuite optimiser cette affaire pour qu'elle soit vraiment rentable. Il y a un autre point à laquelle il faut se pencher, c'est celle de ce que j'appelle la pression foncière et la dynamique de marché. Plus tu vas te rapprocher des métropoles, plus le prix du foncier va être élevé, plus la dynamique du marché va être importante, plus il va y avoir des acquéreurs avec du pouvoir d'achat qui est important, et donc du coup, qui seront potentiellement intéressés par le type de produit que tu vas leur proposer, que tu vas vouloir revendre. Donc ça, c'est vraiment des notions qu'il faut apprendre. Il y a la notion de marge. On achète en gros et on découpe. Donc on achète un bâtiment qu'on va découper, on va acheter un terrain qu'on va découper, ainsi de suite. Donc ça, c'est le b.a-ba du marchand de biens. C'est on achète en gros et on revend en petit. On est des commerçants. On achète un bâtiment, on va le découper, on va le revendre à la découpe. Donc on achète en gros, on revend en petit. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. N'oublie pas de mettre un bouton like en dessous de cette vidéo. C'est super important pour moi. Ça m'aide à voir si le contenu te plaît ou pas. Et ça aide à faire grossir cette chaîne d'investisseurs et de marchands de biens. Ensuite, donc il y a deux grandes catégories, on va dire, de division qui va nous intéresser nous en tant que marchands. Il y a la division, je vais appeler foncière, et la division de bâti. Division foncière, c'est quoi? C'est tout ce qui est division de terrain. Donc j'achète un grand terrain, je le revends en plus petits lots, j'achète une maison, je détache un terrain. Mais ce qui est génial avec le marchand de biens, c'est qu'on peut évidemment tout cumuler, c'est-à-dire que tu peux cumuler division de bâti, division de terrain, et sur la même opération, ça pose absolument aucun problème. Les géomètres seront là pour ça, pour te filer un petit coup de main. Donc, quand on va démarrer par la division foncière. Donc, la division foncière, c'est tout ce qui est terrain. Si tu trouves un terrain qui t'intéresse ou une maison sur laquelle tu veux détacher un terrain, la première chose à faire, avant toute chose, c'est d'essayer de connaître l'adresse du bien en question. Alors, c'est un peu compliqué parce que les agents immobiliers, au début, ne vont pas vouloir te donner l'adresse. C'est normal, c'est leur gagne-pain parce que tu peux, entre guillemets, les chanter. Donc, ils vont plutôt vouloir te faire signer un bon de visite pour être certain que tu sois juridiquement pieds et poings liés à eux et que du coup, ils sont obligés de toucher leur commission si tu achètes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un peu compliqué de trouver les adresses. Mais si l'agent immobilier est compréhensif et tu lui dis, voilà, moi je suis marchand, je serais intéressé par ce bien-là, j'ai juste besoin de l'adresse pour faire les vérifications d'urbanisme, voir ce qu'on peut réaliser ou pas sur ce terrain-là. Et bon, voilà, faut être de bonne foi, faut donner son nom, son prénom, et expliquer la situation à l'agent IMO. Et à partir de là, en général, ça se passe plutôt assez bien. Et donc, quand tu as l'adresse du bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller commencer par vérifier le PLU et tu vas aller voir en mairie exactement ce qu'il en est. Les terrains, donc tout ce que je parle de foncier, tout ce qui est terrain, ont en général sont zonés sur les communes. Alors, je ne vais pas te faire un cours sur les zones de terrain. Tout ce que tu as besoin de retenir, c'est d'appeler la mairie et de savoir si ce terrain-là est constructible ou pas. Il y a plusieurs catégories de terrain, je ne vais pas les appeler ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ici, tu as juste besoin des connaissances théoriques pour vraiment avancer. Donc, tu vas appeler l'urbaniste, savoir si le terrain en question est constructible. S'il est constructible, oui, très bien. Quelle taille de bâtiment on peut faire dessus? Quelles sont les obligations? Est-ce que je passe à côté du départemental? Est-ce que je suis à côté d'une nationale? Quelles sont les obligations que va me demander le conseil général pour accorder le permis de construire? Donc tout ça, c'est la mairie qui va te le dire, c'est le service urbanisme qui va te donner qui va te donner tous les tuyaux qui vont bien. Et à partir de là,
tu vas pouvoir enclencher la seconde. Donc là, tu vas commencer à pouvoir faire ton étude de marché, c'est-à-dire que tu vas commencer à vérifier les annonces en ligne pour vérifier la demande, pour regarder quelle typologie de biens, quelle taille de terrain est disponible à la vente et quelle typologie de terrain recherchent les acheteurs. Donc moi, je suis dans un secteur où il y a beaucoup de terrains aux alentours de 400-500 mètres carrés. Typiquement, il faut essayer de chercher des terrains avec il faut essayer de revendre, découper des terrains dans cette taille-là. Dans le secteur où je suis, on peut avoir des terrains plus petits, mais c'est en se rapprochant de la métropole, où on a des terrains plus grands, plus on s'éloigne de la métropole, plus les terrains sont grands. Donc il faut vraiment s'intéresser à la typologie de terrain que tu as autour de ton secteur et la typologie de biens et en termes de prix aussi, à savoir à quel prix ça se revend. Alors attention, quand tu es sur le bon coin, les terrains que tu vas voir sont FAI, donc sont avec les frais d'agence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le net vendeur, ok. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est quand tu vas regarder les prix, il va falloir essayer d'enlever en général, c'est 6% les frais d'agence, donc il va falloir enlever les frais d'agence pour essayer de se rendre compte du net vendeur sur les terrains qui sont à la vente, ok. C'est très important de répondre à un marché, de répondre à un besoin, ok. Si tu es proche d'une métropole, évidemment, les terrains sont plus petits, donc tu peux faire plus de terrain, tu peux faire plus de lots sur un terrain. Si tu t'éloignes d'une métropole, les gens cherchent des plus grands terrains, sur ce qu'on appelle à la campagne, et du coup vont rechercher des terrains plus grands. Donc tu ne vas pas proposer à la campagne des terrains de 200 mètres carrés, ça n'a pas de sens, ok. Et en métropole, tu ne te trouveras jamais des terrains qui font plus de 1000 mètres carrés, ou alors c'est extrêmement rare, c'est très prisé des promoteurs, et ça part comme des petits pains, ça part sur des marchés parallèles dont tu n'as absolument jamais conscience, ça ne va jamais sur le bon coin, ce genre de produit. Si tu es à côté d'une métropole et que tu as des grands terrains, tu peux être sûr que l'agent immobilier va être harcelé de mails et de promoteurs qui raclent le parquet pendant plusieurs heures. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc il faut essayer de comprendre son marché, savoir exactement où c'est qu'on met les pieds. Donc je t'en ai parlé, pour résumer, division foncière, on vérifie le PLU, on recherche la taille des terrains, la typologie, savoir combien de lots on peut faire sur ce terrain-là. Et ensuite, il y a une notion qui est aussi importante en marchand de biens, c'est la notion de TVA. Je ferai une vidéo spécifique sur la notion de TVA, parce qu'elle change beaucoup de choses sur la façon dont on travaille. Donc je ferai une vidéo spécifique sur la TVA, ne t'inquiète pas. Je tarde un peu pour faire la vidéo sur la TVA, parce que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, la France va se mettre à jour par rapport à l'Europe. Donc on est un petit peu patient, j'essaierai de faire une vidéo à ce moment-là. Je te l'ai déjà dit sur la précédente vidéo. Donc ça, c'est pour la division foncière. Donc après, si tu fais, donc ça, je parle des divisions foncières simples. Ensuite, si tu fais des divisions foncières un peu plus compliquées, il y a ce qu'on appelle des permis d'aménager. Alors le permis d'aménager, c'est quoi? C'est dès que tu commences à avoir plusieurs lots. En fait, la définition de permis d'aménager, c'est dès qu'il y a des terrains qui partagent des équipements en commun. Donc à partir de 2 lots, 3 lots, ainsi de suite, au-dessus et au-delà. En général, il faut des permis d'aménager. Donc là, c'est pareil, la mairie va t'aiguiller sur le sujet. Ce que tu as besoin de comprendre sur les permis d'aménager, c'est que tu as à ta charge en tant que marchand la viabilisation des lots, donc c'est-à-dire tout ce qui est compteur d'eau, électricité. Tu vas voir tout ce qui est voirie, tu vas voir tout ce qui est, on va dire, très souvent potentiellement des pourcentages d'espace vert. Tu vas avoir des aires de retournement à mettre sur ta parcelle. Donc tout ça, ça va venir un petit peu grignoter la surface de foncier que tu vas recommercialiser. Et ça a un coût. Et donc du coup, tu te doutes bien que tout ça, et en plus de ça, quand tu rajoutes des notions de TVA, le permis d'aménager, donc ce qu'on appelle du lotissement, on essaie de faire ça vraiment à grande échelle parce qu'il faut absorber tous ces coûts et que ce soit vraiment rentable à la fin. Donc, très important, permis d'aménager, au début, on essaie de pas faire ça. Donc là, je te parle juste là de division simple. Déjà, pour commencer, permis d'aménager, peut-être je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, mais c'est suffisamment complexe pour que ça prenne une vidéo en entier que pour parler du permis d'aménager. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est division de bâti. Donc ça, c'est dans les opérations les plus rentables pour nous marchands de biens. Donc je t'ai parlé de division foncière. Donc j'achète une maison, je divise un terrain. Ça, c'est les opérations les plus classiques. Et ensuite, je vais te parler de division de bâti. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit tu achètes un immeuble en entier où c'est déjà cadastré, où il y a déjà plusieurs lots, plusieurs appartements ou un local commercial au rez-de-chaussée, par exemple, qui sont déjà cadastrés comme ça. Donc là, du coup, tu peux revendre à la découpe. C'est des compteurs séparés, des compteurs d'eau. Ben, ça, pour nous, c'est le Graal. Si c'est inoccupé, qu'il y a des compteurs d'eau, les compteurs d'électricité, et que c'est cadastré en le nombre de lots qu'il y a, ça pour nous c'est le Graal ultime, parce que sur le bâti, il n'y a pas de TVA en plus, et donc du coup c'est très facile de revendre à la découpe. Les acheteurs peuvent se projeter assez facilement, donc ça c'est top. Pour continuer sur les immeubles, les bâtis, il y a ce qu'on appelle la division de maisons, ou la division d'immeubles, par exemple si c'est une maison bourgeoise et que tu souhaites la diviser en appartements.
Là, il y a plusieurs problématiques qui vont s'imposer à toi. La première, et pas des moindres, ça va être ce qu'on appelle les places de parking. Alors, tu entends souvent parler, les mairies exigent des places de parking. Alors, ça change de mairie en mairie, ça change de collectivité en collectivité, donc je ne vais pas faire des généralités, mais suivant la taille des lots que tu vas vouloir faire dans ce bâtiment-là, la mairie va exiger 1 à 2 places de parking par lot créé. Donc tu vois que c'est extrêmement contraignant. C'est-à-dire qu'il faut trouver un bâtiment avec une cour ou un bâtiment avec un bout de terrain à côté pour pouvoir faire ces places de parking là. Donc c'est un peu pénible. Il faut vraiment aller faire un tour en mairie, se renseigner avant toute chose. Et donc du coup, il va falloir aussi vérifier quand tu fais une division de bâti, il va falloir vérifier. Par exemple, si tu prends une maison bourgeoise et que tu veux la diviser en lots, il va falloir checker les évacuations. Il va falloir checker tout ce qui est compteur. Donc, il va falloir faire des devis à Enedis. Ils vont venir se déplacer. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Il y a des notions de colonne montante, il y a des notions de compteur à venir poser. Donc, tout ça, ça a un coût. Les compteurs d'eau, c'est pas vraiment le plus cher, mais ça a un coût quand même aussi. C'est un peu plus facile à mettre en place. Mais les compteurs, une des plus grosses dépenses, ça va être forcément les compteurs Enedis, ok? Donc suivant le nombre de lots que tu as, compteurs Enedis, hyper important. Les évacuations, si c'est des planchers bois au niveau de l'insonorisation, est-ce qu'on fait? Quel niveau de travaux on met? À quel moment on s'arrête de faire des travaux? Donc tout ça, il va falloir vraiment être carré là-dessus, vraiment savoir se projeter au niveau des travaux, avoir une bonne notion des coûts, pour pouvoir réussir à se projeter. Alors tu as les groupes Facebook qui sont là pour ça, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il y en a déjà qui ont fait ça parmi nous, donc ils répondent assez régulièrement. Tu as aussi les fonctions recherche des groupes où tu vas pouvoir trouver tout un tas d'infos sur le sujet. Il y a aussi la notion des locataires en place. Alors quand tu achètes un bâti et qu'il y a déjà des locataires en place, c'est un peu contraignant parce que les locataires évidemment sont prioritaires pour acheter le bien et du coup il faut envoyer des recommandés. C'est très chiant. Franchement, en tant que marchand de biens, on évite autant que possible d'avoir des locataires en place parce que ça amène des contraintes. C'est assez lourd. Au niveau social, il y a des recommandés à envoyer, le notaire doit envoyer des recommandés. C'est assez pénible. Si les locataires veulent vraiment acheter le bien, du coup, il faut qu'ils passent par un prêt, donc ça rallonge les délais. Enfin, c'est vraiment pénible, quoi. Et en plus, si ce logement-là a besoin de travaux, franchement, dès qu'il y a des locataires en place, moi personnellement, je préfère changer de projet parce que ça va complexifier les choses. C'est un peu pénible, c'est franchement un petit peu pénible, donc on essaie d'acheter autant que possible des biens bruts ou des biens carrément vides, justement pour nous faciliter les choses, pour faciliter la revente, faciliter l'accès, faciliter les travaux s'il y a besoin. Donc ça fait partie, la division de bâti, ça fait partie des choses qui sont vraiment rentables, qui permettent de dégager des marges assez intéressantes. Par exemple, typiquement, tu es à côté d'une fac ou tu es à côté d'une université et tu as une maison qu'on peut diviser par exemple en 4 studios. Du coup, si tu revends les 4 studios, on va dire, prêt à rénover pour des futurs investisseurs. Là, du coup, c'est intéressant. Ok. Donc, la division de bâti extrêmement intéressant. La division d'immeuble, c'est-à-dire récupérer un immeuble vide ou le revendre en plateau brut, extrêmement intéressant. Attention à Enedis, attention aux évacuations, attention aux compteurs, attention aux colonnes montantes. Évidemment, il faut faire attention à ces notions de place de parking. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que il faut vraiment s'y pencher sérieusement avant de se lancer pour pouvoir faire des marges intéressantes, mais c'est extrêmement intéressant, je peux te l'assurer. Donc je t'ai fait une petite partie spéciale petit budget, donc évidemment on n'a pas tous, tu le sais, les moyens de partir sur des grosses opérations parce que les banques vont nous demander de l'apport. Ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Tu sais qu'en marchand de biens, on est souvent financé qu'à hauteur de 80% de notre projet hors frais. Donc si tu achètes un bien 200 000, du coup il faudra mettre 40 000 euros d'apport plus les frais. Donc du coup ça met évidemment, voilà, ça élimine une partie des gens parce que tout le monde n'a pas forcément cette somme d'argent à disposition. En plus des compétences que je viens de te dire, donc du coup ça rajoute des strates de complexité en plus. Et donc du coup on peut faire aussi des rénos simples, c'est-à-dire que au début si tu veux te lancer en tant que marchand et que tu n'as pas forcément les fonds, ce que je te recommande c'est de trouver un premier appartement et de le rénover, en fait l'acheter en locatif, de dire à ta banque voilà je veux acheter ce bien là pour faire du locatif dedans et finalement de le revendre une fois que c'est rénové pour dégager de la marge. Alors je t'ai dit en début de vidéo qu'en marchand de biens on évitait au maximum les travaux de second œuvre, mais évidemment que les premières opérations, que tu as besoin de trésorerie, tu as besoin de cash, et peut-être qu'au début il faut faire peut-être 1 ou 2 opérations, alors peut-être même carrément en résidence principale, alors attention, il faut habiter dans le bien pendant quelques mois, il ne faut pas faire n'importe quoi. Faire 1 ou 2 opérations, faire 1 ou 2 allers-retours sur la résidence principale pour dégager suffisamment de trésorerie pour ensuite pouvoir partir sur des opérations de marchand un peu plus complexes
avec déjà de la trésorerie disponible, avec pas mal d'épargne de côté, et du coup pouvoir se lancer sur des opérations de découpe foncières, des coupes de bâti, et des opérations qui sont vraiment rentables et qui vont beaucoup plus vite. Parce que là, tu le sais, moi je suis en cours sur une opération, et on va dégager sur l'année environ 100 000 € de trésorerie, donc du coup ça fait vraiment des grosses sommes, avec relativement peu de travaux. Donc là, tu le sais, moi je passe par du crowdfunding, donc il y a vraiment des possibilités en tant que marchand aujourd'hui. On peut vraiment se lancer avec des trésoreries peut-être un peu moindres, ou si tu manques un petit peu de trésorerie, ou tu veux comme moi garder ces trésoreries peut-être pour du locatif ou pour des aventures imprévues, ainsi de suite. Enfin, tu vois, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a tout un panel de choses que tu peux faire donc sur tout ce qui est aspect financement au niveau des banques. Les banques sont un peu frileuses, mais il y a toujours moyen de faire des choses intéressantes. Donc le dernier point que je vais aborder avec toi, et pas des moindres, c'est que faire du marchand de biens, c'est bien, il faut aussi penser à revendre. Et donc du coup, quand on revend, il y a une dernière notion que je voudrais aborder avec toi, c'est la notion de prix de revente. Alors le prix de revente, comment on se positionne quand on est marchand? C'est comme on essaie d'acheter vraiment le plus bas possible, qu'on essaie de vraiment faire les meilleures affaires, on essaie de revendre vite, et donc du coup c'est important d'avoir des prix de revente qui soient vraiment en dessous du prix du marché. Du coup ça va te permettre d'avoir des acquéreurs plus rapidement, de faire tourner ta trésorerie plus rapidement, de revendre le bien en question plus rapidement, de potentiellement aller à la banque et de dire à monsieur le banquier, voilà, j'ai déjà des promesses d'achat pour tel et tel lot, j'ai déjà commercialisé ce projet-là à hauteur de peut-être 100%, je te le souhaite. Donc se présenter à la banque avec 100% du projet commercialisé, parce que tu auras déjà signé les promesses d'achat avec les futurs acquéreurs. Mais quand on est marchand, c'est le top du top, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as compris un peu quelles étaient les opérations les plus intéressantes pour nous en tant que marchand. Donc je t'ai parlé de division foncière, de division de bâti, de découpe d'immeubles. Donc tout ça, c'est vraiment les opérations phares quand on est marchand de biens, c'est vraiment ce vers quoi on essaie de se projeter, on essaie de faire vraiment cette typologie de projet. C'est vraiment pour nous le plus simple, peu de travaux, on fait tourner la trésorerie, on achète, on revend. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout parlé des demandes d'urbanisme, ça fera partie d'une vidéo spécifique, parce que tu sais qu'en marchand de biens, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je t'ai juste parlé des opérations, des types d'opérations les plus rentables pour nous. Je ferai une vidéo sur les demandes d'urbanisme spécifiques aux demandes d'urbanisme, parce que quand on fait de la découpe, évidemment, il y a de la demande d'urbanisme à demander en mairie, donc je ferai une vidéo là-dessus, ne t'inquiète pas. Donc j'espère que ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un énorme pouce like, regarde dans la description pour participer avec moi sur des opérations rentables. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, je te dis bonne marge, bon cash flow et à bientôt, ciao ciao.